Bien, bonjour. Alors, je vais vous parler d'un phénomène, enfin pas un phénomène, mais un terrain un peu particulier. Donc, je suis anthropologue spécialisé dans le cyberespace. Et ça fait des années que je travaille dans d'abord l'Open Simulator de l'Agri-Ever de Strasbourg, qui était le monde virtuel de l'université, où j'ai travaillé 3 ans pour monter des projets différents. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on est un peu limite dans le temps. Et en 2015, donc, en fait, mon problème, quand j'étais dans le monde virtuel de l'université de Strasbourg, c'est qu'on n'était que quelques chercheurs, enfin quelques universitaires, enseignants-chercheurs, à travailler sur des projets personnels, en fait, hein, et parce que c'était complètement innovant et on était complètement emmené dans une aventure qui était inédite, hein, et c'est là où j'ai fait mes premières expériences en fait, d'enseignement dans des mondes virtuels avec des avatars, qui étaient les étudiants qui étaient dans mon cours de Serious Game. Et donc, je voulais étudier en fait l'impact des mondes virtuels sur la psychologie des avatars, en fait, des personnes qui étaient dans les mondes virtuels, mais il n'y avait pas de population, hein. Et la population de l'université, qui étaient les étudiants, aurait dû être intégrée dans les mondes virtuels, mais il y a eu des retards, etc., jusqu'à ce qu'au bout de 4 ans à peu près, l'université laisse tomber complètement le monde virtuel et tout s'est craché. Mais en 2015, donc, je reçois, parce que à ce moment, j'avais déjà créé un compte Facebook pour communiquer avec mes étudiants sur les projets qu'on avait ensemble sur l'ethnomuséographie virtuelle. Et je me suis donc fait ami, hein, si on peut parler comme ça, avec des avatars de Second Life, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité, hein, par 2 avatars de Second Life à venir visiter le monde virtuel de Second Life, qui est de la même technologie qu'Open Simulator. Et donc là, je me suis dit, waouh, ça c'est très bien, parce que là, je vais avoir en fait un terrain avec des communautés, des avatars, et enfin, je vais pouvoir me plonger dans la question de est-ce que l'avatar a un impact sur la psychologie des gens qui utilisent ces univers. Voilà en gros comment ça a commencé. Alors, alors voilà, donc on va plus loin là. Bon, ça je passe. Bon, juste ça, c'est quelques diapos sur ce que j'ai fait là-bas. Donc les reconstitutions d'une ville de Camopi, donc en Guyane, enfin d'un village, hein, les Teco, les Amérindiens Teco. Je travaillais sur mes travaux qui étaient anciens déjà, de la reconstitution de la hutte de sudation amérindienne des Sioux Lakota. Donc j'avais un terrain là-dessus, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, voilà, une partie du village. Et on a numérisé 3D 7 objets de la collection des masques Dogon et Kurumba du Mali de l'université, de l'Institut d'ethnologie, hein. Et j'ai donc fait appel à l'Institut ICUBE pour qu'ils viennent avec leur matos de recherche, et on a fait ça dans les locaux de la Micha. Et donc voilà le résultat, ils sont dans le monde virtuel qui est aujourd'hui détruit, mais qui était à l'époque là. Et donc je voulais refaire le rituel de la danse des masques, et je l'ai travaillé avec une ethnologue qui était allée sur le terrain pour filmer les danses, pour qu'on puisse les reconstituer dans le monde virtuel. Et puis ça, c'est une photo d'un des cours que sur le Serious Game, avec les avatars qui sont mes étudiants. Bien, bon, alors ça, je n'insiste pas là-dessus. Ce qui est important, c'est à partir du moment où j'arrive dans Second Life, comme un newbie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait rien, hein. Je savais manipuler un univers virtuel, mais je ne savais rien de la communauté de Second Life. Alors, j'ai été accueilli par une personne qui était éditrice dans Second Life, et j'ai dû me créer un avatar. Donc, il s'appelait Néo Michel. Bon, Michel, moi, Néo le nouveau, hein. Et ça, c'est, voilà, l'éditrice qui m'a accueilli, hein. Et bon, je vous aurai que des photos, vous n'aurez pas de texte, hein. Bon. Et elle m'a accueilli et elle m'a expliqué que ça fait des années qu'elle recueille des histoires de vie des avatars,
qu'elle est bloquée parce que elle ne sait pas comment traiter ses informations, qu'elle n'a pas le bagage scientifique, et que comme elle me connaissait par Facebook et qu'elle suivait ce que je postais, elle s'est dit que l'ethnologue pourrait peut-être l'aider à résoudre la question, ou au moins à faire avancer le schmilblick. Donc elle me contacte, elle me fait visiter sa maison d'édition, c'était impressionnant, et elle me raconte sa vie un peu, et puis elle me demande finalement si je veux bien l'aider à faire ce travail avec elle. Alors j'ai dit oui, bien sûr, tout de suite. Hein. Bon. Donc on commence la collaboration, donc on se rencontre, on fait connaissance, et puis très vite, bon, au bout de quelques jours, hein, on commence à élaborer une stratégie. Et donc c'est là où ça devient un peu spécial, hein, parce que des enquêtes ethnographiques dans un monde virtuel, c'est quelque chose qui est quasiment inconnu en France. Hein. Il n'y a pas de publication, il y a juste un livre d'un Américain, dont je reviendrai dessus tout à l'heure, qui s'appelle Bullstorff, qui a fait une enquête ethnographique sur plusieurs années, qui est toujours d'ailleurs, il a commencé en 2007, peut-être même 2006-2007, et il a pondu un pavé qui a en fait ouvert la voie en démontrant en fait que le monde virtuel, les mondes virtuels, les métavers en fait sont des terrains comme un autre, hein, parce qu'il y avait quand même un problème dans notre discipline de ne pas reconnaître ces terrains parce qu'ils n'avaient pas de territoire physique. Hein. Donc je me suis pris des vestes avec mes collègues en me disant tu fais pas de l'ethnologie, c'est quoi ce que tu trafiques, okay. Bon, en fait, finalement, on a fini par le reconnaître, et c'est un terrain parce qu'il il y a une communauté, il y a une culture. Hein, une culture, voilà. Et ça, c'est ce qu'a démontré Bullstorff. Donc voilà m'accueille, elle me dit ça, et en même temps, j'avais une autre personne qui m'a accueilli aussi, qui voulait que je vienne. Elle s'appelait Duna, et Duna est une photo est là, quelque part. Ça, c'est la maison d'édition, hein, avec les livres, donc sur le mur du fond. Mais bon, la maison d'édition, elle changeait tout le temps de look, hein, parce qu'il y avait sans arrêt des déménagements. Donc ça, c'est un des looks. Et ça, c'est Duna, artiste et curatrice dans Second Life, c'est-à-dire qu'elle organisait des expositions d'artistes, et elle organisait tout ça, et elle était très imbue d'elle-même. Et ce qui était intéressant, c'est que Duna et Vola se connaissaient depuis des années et ne s'aimaient pas du tout. Hein. Donc déjà, je me retrouve tout de suite, en quelques jours, dans un conflit de personnes. Et évidemment, comme je connaissais les deux, elle voulait que je l'aide, hein, mais elle, ce qu'elle voulait, c'est en fait venir dans la Griever pour ramener les artistes de Second Life dans une sim universitaire. Hein, parce que pour elle, c'était l'idée d'avoir du prestige, hein, d'être active dans un environnement universitaire pour pour briller en société, etc. Bon, ça s'est très mal terminé, notre histoire. On s'est complètement brouillé parce qu'elle a un peu déliré quand même. Bon. Alors ça, c'était Duna, et donc elle me présente le milieu artistique. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis retrouvé tout de suite introduit par deux personnes qui étaient dans le même circuit des artistes, hein, qui étaient en fait assez fermés, et dans une communauté italienne. Hein, parce que Vola était espagnole, mais elle vivait en Italie, à Rome, dans sa famille, parce que sa famille est romaine et italienne, et donc, puisqu'elle était en fait issue d'une mère espagnole, et son père était italien, et donc, bon, c'est des histoires de famille, ça ne nous regarde pas tellement. Alors donc j'ai accepté immédiatement d'y aller. J'étais fasciné tout de suite par Second Life parce que c'était extraordinaire à côté de la pauvreté de notre Open Simulator universitaire. Et donc, mon avatar, le premier, Néo Michel. Bon, alors, il a fallu donc, trouver une solution parce que je ne pouvais pas venir en me disant ethnologue. Hein.
Voilà m'a expliqué que dans Second Life, les gens devaient tout cacher de leur vie real life, le monde réel. Parce que, d'abord, on les traitait de menteurs, parce que chacun raconte des histoires, en fait. Il se raconte une histoire qu'il raconte partout et qui est complètement bidon. Alors, en général, donc, on peut pas venir... Si je m'étais présenté comme ethnologue, j'aurais pas eu d'infos. Ça, c'est clair. Donc, on a décidé d'avoir une stratégie différente. Elle me dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, je suis musicien. Ah bah, t'as qu'à faire des concerts. Et comme ça, je suis devenu musicien dans Second Life et j'ai fait des concerts dans Second Life. Bon, en même temps, je l'aidais dans sa maison d'édition et aussi à préparer et à organiser des interviews et faire des livres sur les histoires de vie. Et à la fin, enfin au bout d'un an et demi à peu près, j'ai monté ma propre maison d'édition aussi, qui s'appelait Schizoid Books. Schizoid, vous saurez pourquoi après. Alors évidemment, le problème de Second Life... Donc ça, c'est moi avec une artiste amérindienne, parce que j'ai rencontré une extrêmement rare... c'est extrêmement rare de trouver des Amérindiens dans Second Life. Et elle était très intéressante parce qu'elle m'expliquait que pour sa culture, les esprits pouvaient vivre dans Second Life. Alors, on est complètement dans un shift, vous voyez. Les esprits, normalement, ils vivent dans le monde des esprits. Mais là, dans cette culture, comme il y avait la technologie qui arrivait donc dans leur environnement, ils ont intégré les nouvelles technologies dans leur culture, et pour eux, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai cherché des esprits, j'en ai jamais trouvé. Bon, peut-être que je me suis pas vraiment... J'ai pas pu les détecter. Enfin, pour l'instant, les avatars sont des humains. Ça, c'est mon second avatar, Joss. C'est lui qui, en fait, après, était toujours présent avec Voilà. Alors, je fais un petit détour par la déontologie, parce que ça, c'est très important concernant cette histoire. On utilise l'observation participante. On est ethnologue, on fait ça. Ça veut dire qu'on participe à la population, on vit avec, on participe à la vie commune, et comme ça, nous observons directement les pratiques, et on peut interviewer les personnes sur place, mais en même temps, il se passe aussi une autre chose, c'est que nous nous immergeons complètement dans leur univers, et nous participons au moment de la vie, et ceux qui vont plus loin commencent à s'initier aux différents rituels, et en fait, commencent à être en quelque sorte... imprégnés de la culture, et ça a un impact en fait sur leur vision du monde. Donc certains ethnologues américains ont été jetés de la communauté scientifique à cause de leur implication chez les peuplades traditionnelles. Alors, le scientifique doit rester neutre, c'est ça la grande question, et c'est pas évident, parce que en tant qu'ethnologue, nous devons faire abstraction de notre propre culture. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut donc apprendre à maîtriser. Mettre de côté ses croyances. Donc, ici, la question était un peu différente, parce que ce sont des Européens et des Américains de la culture occidentale, en général. Donc, il n'y avait pas cette question-là. Mais la question qui s'est posée, c'est comment fait l'ethnologue quand il a un avatar entre les mains, qu'on peut aussi appeler une poupée numérique, si on veut appeler ça comme ça. Ensuite, la question est aussi celle de l'information. Bullstorff, lui, sa pratique en tant qu'Américain, il parlait d'observation participante, mais sa façon de faire était celle dont a parlé Dominique tout à l'heure, c'est de faire signer un formulaire de consentement. Donc il a ouvert officiellement un bureau d'ethnographie dans Second Life. Dans son profil, il a écrit qu'il était anthropologue, ethnologue, et que, enfin, aux USA, on utilise le mot d'anthropologue pour ethnologue, et donc, à chaque fois qu'il voulait faire une interview, il faisait signer donc, ce formulaire de consentement.
Alors, ce qui s'est passé, bon, son travail, je ne le mets pas en doute, hein, c'est vachement documenté, c'est très bien, c'est pas mal. Mais ce qu'il a eu tout de suite, c'est des tas de gens qui ont voulu être interviewés. Parce que bon, dans Second Life, on aime bien raconter sa vie et puis raconter des histoires et tout ça. Donc il a été submergé de choses et donc il a fait son boulot, etc. Mais je me suis vite rendu compte, parce que moi, je ne faisais pas comme ça. Hein. Je me suis dit, voilà, alors lui, je l'ai rencontré, hein, Belsdorf, je suis allé le voir, j'ai trouvé sa sim, Ethnographia. Il m'a invité à participer à ses travaux avec ses étudiants. Mais les décalages horaires faisaient que pour moi, je devais y aller à 4h ou 5h du matin. Donc, comme je me couchais déjà à 3h du mat, parce que je passais la moitié de la nuit là-bas, c'était pas possible. Donc, donc, je me suis contenté à lire leurs livres et leurs articles pour en savoir un peu plus sur la façon dont ils travaillaient. Alors, deux philosophies s'affrontent, en fait. C'est cette question de l'observation participante. Et moi, je ne suis pas d'accord sur sa définition à lui. Hein. Et moi, je me suis toujours dit que pour étudier une population correctement, il faut pratiquement faire partie de la population. Mais quand on est blanc et qu'on va chez des Amérindiens, on ne peut pas. Hein. On a de toute manière une distance. Mais dans Second Life, comme on prend un avatar qu'on peut présenter comme on veut, personnaliser complètement, on peut se fondre dans la population sans qu'il y ait une différence. Hein. Donc on peut faire partie d'une communauté. Mon seul problème à moi, c'est que je ne parlais pas italien. Parce qu'on pouvait écrire, hein, mais la plupart des gens utilisent la voix avec des micros et des casques, et donc on se parle. Et dans la communauté italienne, bon, j'avais un peu de mal, mais voilà, parler français. Hein. Et c'est pour ça que la collaboration était pratique. Duna aussi parlait français. Hein. Elle était espagnole de Barcelone, mais elle parlait très bien français. Donc, donc à partir du moment où on fait une immersion totale, où on ne dit pas qui on est et qu'on fait comme si on était quelqu'un d'autre, hein, ça pose un problème déontologique. Hein, c'est-à-dire, bon, on trompe les autres, on ment. Hein. On ne dit pas qui on est vraiment et ce qu'on fait. Voilà. Alors ça, c'est le problème qu'on peut me reprocher. Belsdorf parle de la question avec des haltes, parce qu'on peut prendre plusieurs avatars. Hein. Le premier, il est l'ethnologue officiel, et le deuxième, il fait son travail en sous-main, enfin en immersion complète. Et il dit, oui, mais là, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une observation distante, dit-il. Enfin, c'est très bizarre. À partir du moment où il commence à parler de l'observation participante et puis où on est plus ou moins immergé, son discours devient un peu vague. C'est un peu étrange. Hein. Alors l'ALT, c'est un double qu'on peut utiliser pour d'autres missions. Et il a refusé d'utiliser un ALT parce qu'il ne voulait pas que son enquête soit polluée par d'autres choses. Bon, là, je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi. Je n'ai pas compris son point de vue. Moi, mon point de vue, il est différent. Je me suis dit que si je veux savoir ce qui se passe vraiment, il faut que je fasse partie de la communauté à fond. Hein. Et donc, évidemment, Vola savait que j'étais un ethnologue. Duna le savait aussi. Hein. Il y avait 4-5 personnes qui le savaient, mais les autres ne le savaient pas. J'étais un musicien. Et puis j'étais en couple avec Vola, donc tout paraissait normal. Hein. Bon. Alors, cette problématique, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'occuper de ces questions de déontologie, je vais vivre avec les gens, et comme ça, je verrai comment ça se passe. Hein. Mais le point de la recherche principale, c'était qu'est-ce qui se passe avec l'identité de l'avatar. Est-ce que l'avatar a une identité ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la psychologie, dans le psychisme ? Est-ce que l'avatar a un impact ? Et donc, on a décidé de faire des expériences. Bon, ça, c'est nous deux. Ça encore. Et puis ça, c'est
c'est là que ça devient intéressant, parce que Vola avait deux avatars. Hein. Il y avait la première, celle qui est au milieu, qui s'appelle Volando, qui avait déjà 11-12 ans de vie de Second Life, hein, et Vola qui est venue après. Et donc, comme elle avait ces deux avatars, on a décidé de créer deux couples. Donc là, je suis avec les deux. Et puis, j'ai créé pour ça Roy. Hein. Alors, vous voyez qu'il a un look totalement différent. C'est la brute. Hein. Bon, pas très futé. Hein. L'autre, c'est l'intellectuel immature, Joss, hein, musicien. Et lui, c'est hein, ok, la brute. Bon. Voilà, il est chouette, hein. Alors bon, petit aparté, donc on vivait dans une superbe maison, donc sympa. Ça, c'est une réunion dans Edizioni Volando, parce qu'il y avait donc des interviews, des rencontres, etc., des lectures. La vie sociale, donc les soirées, etc., où on rencontrait les gens et on s'amusait. Et puis, moi, ça c'est une affiche d'un de mes concerts, hein, Schizoid Band. Bon, où est le reste? Ah, voilà. Voilà. Ça c'est Roy et Volando. Donc, on a créé deux couples. J'ai encore combien de temps, là? Ok, donc je vais aller plus vite. Donc, on a décidé de créer deux couples. Pourquoi? Ils sont complètement différents. Moi, j'avais déjà remarqué qu'entre Vola et Volando, il y avait une différence. Elles ne se comportaient pas de la même manière. Hein. Elles avaient un caractère un peu différent. Et Vola n'arrêtait pas de me dire, bon, l'avatar a une vie propre. Hein. Il développe quelque chose. Et donc, elle m'a dit, on va faire un deuxième couple, et on va alterner, et on va voir comment évoluent les deux couples. Parce qu'on voulait savoir si, en fait, l'avatar a effectivement un impact sur le psychisme. Et alors, bon, j'ai tout de suite remarqué qu'il y en avait un. Hein, au bout parce que ça a duré des années, ça. Hein, ça n'a pas duré 6 mois ou 3 mois. Ça a duré 4 ans et demi. 4 ans et demi de vie commune, avec une vie sociale extrêmement dense, avec deux couples qui s'alternaient tout le temps. Hein, et puis tout ce qui se passe autour qui était parfois assez fort, et on a fait des trucs délirants comme créer un fanzine où on faisait des comics, des BD pour critiquer les choses qui n'allaient pas dans Second Life, et on a eu des réactions assez délirantes, hein, de ce genre d'expérience, parce qu'on manipulait aussi l'environnement social. Hein. Parce qu'un jour, avec Patrick, on avait fait on a participé à un colloque en Allemagne où on avait parlé de simulation et d'utiliser les mondes virtuels comme un environnement où on pouvait faire des simulations sur des situations. Et on a fait ça. Hein. On a commencé à écrire des trucs et à distribuer tout ça. Et les gens ont piqué des crises. C'était très intéressant. Donc... Bon, c'était pas mal, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que je suis, moi, l'ethnologue derrière l'écran. Hein. Il est carrément en dehors du truc, donc c'est le double observateur, en fait. Et l'observateur réel, c'est l'avatar. Hein. Et je manipule effectivement l'avatar, mais l'avatar, il est dans son univers. Il a sa vie et il fait son enquête comme il en a envie, en fait. Il ne le fait pas toujours. Hein. Et moi, derrière l'écran, je ne suis pas toujours maître de ce qui se passe dans le monde virtuel, parce que c'est chaotique. C'est des tas de gens qui interagissent tout le temps, qui font des choses. Il y a un travail qui est fait, parce qu'il faut organiser les concerts, il faut les faire, et il faut faire les livres, etc. Il faisait un concours annuel, et donc elle organisait ce concours. Donc il y avait des auteurs qui venaient présenter leurs écrits, et ensuite il y avait donc un prix qui était distribué, donc c'était quand même assez vivant. Et où j'en suis? Alors oui, alors là, il y a une question qui arrive pratiquement tout le temps et que j'ai balayé d'un revers de main, c'est l'histoire de l'addiction. Bien sûr que je suis addict. Je
suis pas resté 4 ans et demi comme ça. J'étais complètement addict. Je devais passer 5-6 heures par jour dedans. Hein. Ah oui, carrément. Non, mais bon, on fait son terrain ou on ne le fait pas. Hein. Donc, j'étais complètement dedans. Je me suis perdu. Bon, ok, bon, c'est normal. Mais j'en ai quand même retiré des choses assez extraordinaires, hein, et que Belstorff n'a pas vu. C'est que, effectivement, l'avatar a un sacré impact sur la psychologie. Il y a un phénomène de dissociation qui se passe entre l'ethnologue qui est derrière son écran et l'avatar. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se split. La personnalité se split, quoi. J'étais Joss, et j'étais Roy, et j'étais Michel. Okay, et donc, il y a parfois des conflits, hein, entre ce que veut l'un et ce que veut l'autre. En plus, on s'amusait. Entre les deux couples, il y avait des tensions. Hein, parce que voilà disait que les deux autres, bon, ils n'étaient pas sérieux, qui voulaient que s'amuser. Et puis que nous, bon, on était sérieux parce qu'on faisait la recherche. Hein. Et puis, effectivement, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qui se passait vraiment. Hein. Donc, à force, sur le temps, on peut remarquer une dissociation qui s'installe, mais c'est pas une schizophrénie. Hein. C'est quelque chose qu'on peut quand même, quelque part, encore gérer. Mais j'ai quand même mis un certain temps après, hein, pour que les choses s'apaisent, que mon esprit se calme, parce qu'il y a des jours où c'est là. Ce qui est intéressant dans les mondes virtuels, c'est que les émotions explosent. Hein. La colère devient extraordinairement puissante, hein, et ça démarre d'un coup. Hein. Le bonheur, les moments de joie, c'est explosif. Hein. C'est un phénomène assez étrange, quoi. Et donc ça, c'est vrai que Belstorff ne l'a pas vraiment mis en évidence. Mais j'ai pu le vivre. Lui, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas en immersion. Hein. Il était juste en train de faire son travail d'ethnologue et d'interviewer les gens. Moi, j'étais en immersion totale. Et donc, de ce fait, et en plus en titillant les autres, en leur racontant des trucs. Duna, par exemple, elle a fait une expo et elle l'avait mal faite. Donc, j'ai fait une BD parce que notre façon de faire était comme ça. Nous allions, Voilà et moi, dans des expos, et puis on observait les trucs et on critiquait s'il y avait une moyen de critiquer. Et donc toute cette discussion qu'on avait pendant la visite, je la reprenais et je la transformais en BD. Hein. Et donc la critique sur l'exposition de Duna a été assez violente, et je l'ai publiée. Quand elle a lu ça, elle a pété les plombs. Hein. Et quand on pète les plombs, dans Second Life, ça devient extrêmement hard. Hein. Et du coup, ça a explosé complètement. Hein. Il y a eu des choses très très violentes, et donc c'est intéressant de le vivre de l'intérieur, quoi, de sentir cette violence qu'on reçoit et qu'on renvoie. Hein. Et ça permet quand même de comprendre comment fonctionne un avatar. Quel impact il a, non seulement sur le monde virtuel, mais aussi sur l'ethnologue en lui-même, qui est censé être derrière l'écran et qui est observateur, mais parfois, ça va si loin que Joss, par exemple, me possédait. Hein. J'étais Joss aussi dans le real life. Hein. Et ça, c'est un phénomène très intéressant, quoi. Et donc, ça renvoie aussi aux interrogations qu'on a sur la possession dans les peuples traditionnels. Hein. Comme je suis ethnologue et que j'ai travaillé sur les états de conscience non ordinaires et donc tous ces phénomènes de transe et de possession, je voyais comment ça fonctionnait, quoi. Bien, alors voilà, donc ça c'est l'histoire je vais conclure maintenant. Donc l'ethnologue est le maître de la poupée, hein. Mais en fait, la poupée devient le maître de l'ethnologue. Hein. Parce qu'il y a sans arrêt un aller-retour comme ça. Il faut aussi dire que le fait de se plonger pendant des heures, être hyper concentré sur son avatar et donc sur sa vie dans le monde virtuel, met l'ethnologue dans un état de transe. C'est une hyper concentration.
complètement focalisé toujours sur l'univers, on en perd complètement la conscience de ce qu'il y a autour dans le monde réel. C'est fini, quoi. Hein, on a des émotions, mais en fait, c'est l'avatar qui est en fait le véhicule de l'ethnologue à ce moment-là. Hein. Bon. L'avatar, il a un nom, hein, donc une identité, il a une durée de vie, il a une existence sociale, et donc il développe son identité, une certaine autonomie. Hein. Il fait des choses, il décide des trucs. C'est pas forcément l'ethnologue qui dit « bon, ce matin, je vais l'envoyer faire ça, 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 ça ». Non, c'est pas ça. C'est on se connecte, et hop, Joss, il commence à recevoir des invitations, à parler avec des gens, et puis bon, c'est absolument impossible à contrôler. C'est impossible à contrôler. C'est la vie, hein, comme elle est un peu dans le monde réel, quoi. Donc, je me suis rendu compte que c'était, bon, déjà inédit comme façon de faire de l'ethnologie. Hein. Premièrement, que j'étais un peu en dehors des clous parce que je faisais complètement exploser la déontologie, hein, en utilisant des méthodes qui, normalement, seraient extrêmement critiquées par des collègues, hein, et je le sais très bien, mais bon, si on veut des infos, il faut faire certaines choses. Et donc, j'ai trouvé que ma méthode, en fait, elle avait été utile pour ça. En plus, c'est un champ expérimental complètement nouveau. Hein. Je ne sais pas combien il y a d'ethnologues qui sont dans les univers virtuels, mais à mon avis, il y en a extrêmement peu. Et en France, je dois être le seul à faire ce genre de truc. J'ai jamais rien lu de ce genre dans la littérature ethnologique française. Voilà. Donc, pour conclure ça, je suis quand même, bon, comme on est dans l'histoire de la systémique, là, bon, effectivement, c'est un système. Hein, l'ethnologue dédoublé, avec son ou ses avatars, c'est un système en soi, avec des interrelations qui n'arrêtent pas d'aller entre l'univers et moi. Mais il y a des moments de flottement. Il y a des moments où on ne sait plus où on en est, quoi. Il y a des moments où tout d'un coup, on est là, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Qui suis-je un peu? Mais ça ne dure pas longtemps, quelques secondes, puis après on est de nouveau plongé dedans. Mais la première fois que ça m'est arrivé vraiment, le flottement, c'est quand j'avais, tout au début de la l'Agri-Ever, je bossais ils construisaient le campus dans le monde virtuel, et j'allais tous les jours voir les constructeurs, et ça a duré les 2 mois d'été. Et j'étais dans le bâtiment de la Dune tout le temps là-bas, virtuel, le bâtiment virtuel. Et quand je suis revenu faire des cours et que je suis arrivé sur le campus et que je suis arrivé au bâtiment de la Dune en physique, là j'ai eu un moment où les deux univers commençaient à interpénétrer, et où je ne savais plus si j'étais dans Open Simulator ou si j'étais dans le monde réel. Hein. Parce que, à force d'être dans un univers qui ressemble vraiment au vrai, on est un peu paumé. Ce qui ne se passe pas dans Second Life, parce que ce n'est pas une copie du monde réel. Hein. Ça ressemble, mais ça n'en est pas, ce n'est pas une copie. Bon, mais les relations sociales sont réelles, les gens qui sont derrière les écrans sont réels, les émotions sont réelles, mais l'univers est un univers de rêve. Hein, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais encore juste dire 3 mots bon, je me suis pas posé la question au départ de dire comment je vais faire pour faire une enquête ethnographique dans Second Life. Je me suis lancé là-dedans et puis je me suis retrouvé carrément, j'ai dû improviser et trouver parce qu'il n'y avait pas de directive, il n'y avait rien. Donc j'ai totalement improvisé, puis ensuite j'ai trouvé une manière de faire. Ensuite, ce qui se passait aussi, bon, je pense aussi que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Vola, hein, parce qu'elle s'intéressait à cette question des avatars, et la plupart des autres personnes que j'ai rencontrées ne voulaient pas le reconnaître qu'il y avait une influence. Hein, parce que bon, j'ai quand même parlé à beaucoup de gens, et c'est très intéressant de voir comment il y a aussi une sorte de déni, hein, de cette question-là. Mais j'ai quand même trouvé des gens qui m'ont bien expliqué que oui, ça avait eu un impact sur leur mental. Ok, alors, bon, ce que je veux dire aussi,
juste, et là j'en termine, quoi. Il va se passer que les métavers vont être maintenant développés, hein, puisque Mark Zuckerberg a expliqué qu'il allait le faire. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu la vidéo de présentation de son truc. Les avatars sont moches, parce que là, vous avez vu que les avatars sont extrêmement élaborés, quoi, hein. Les avatars sont moches, et ce qu'il présente ressemble beaucoup à Second Life, hein. Second Life est carrément le seul qui est aussi élaboré que ça, où il y a vraiment une communauté qui est ancienne, puisque maintenant on arrive à 14-15 ans de vie avatarienne. Donc c'est pas rien. Il y a des gens qui ont 15 ans de Second Life derrière les dents, hein. Voilà. Et donc moi je me suis juste demandé, comme personne fait de recherche, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vont aller dans les mondes virtuels et qui vont péter les plombs parce qu'ils vont perdre leur assise sur le monde réel. Voilà. Et ça, je ne sais pas comment on va faire pour leur venir en aide et les repêcher, parce que l'addiction est là. Alors évidemment, il faudra bien qu'on se débrouille. Merci de votre attention. Probablement qu'il y aura moyen d'intervenir via le NDR a posteriori, donc ça va faire la jonction avec les deux NDR, oui c'est bien. Avec les deux présentations. Bon, on est un peu hors délai. Est-ce qu'il y a des questions de précision déjà là-dessus ? Oui, moi, donc, par rapport à l'enquête donc, de l'Américain qui, lui, faisait ça de manière conventionnelle, est-ce qu'il avait prévenu le jeu aussi, ou il était toujours aussi quand même dans le doute lui-même? C'est-à-dire il avait créé une ambiance que c'est vrai que je te raconte que je suis donc ethnologue, j'ai fabriqué le petit bureau, je te fais signer un papier virtuel, où il y avait un peu plus par rapport au système que lui-même ce qu'il apportait comme information. Je sais pas, est-ce que Second Life avait fait une annonce, disait le professeur tente de rentrer sur le terrain pour faire une enquête, ou ça avait été séparé, on ne sait pas. Ah, il a décidé de faire son enquête dans Second Life d'une manière très classique, hein. Et il a décidé de le faire comme on le ferait dans la vie réelle, c'est-à-dire de dire je suis ethnologue et je vais enquêter sur vous, hein. Mais donc il en parlait aussi dans la vraie vie, son oui, université, oui. comment dire, c'était connu, les ordinateurs du jeu savaient qu'il faisait ça. Tout à fait, c'était une recherche universitaire, hein, dans le cadre d'un projet universitaire, donc bien cadré, hein, avec des étudiants qu'il suivait, hein, qui étaient avec lui après, hein, parce qu'il a monté une équipe, hein, ensuite avec ses étudiants qui travaillaient là. Moi, c'est le contraire. Je suis complètement indépendant. J'ai fait ça en dehors de l'université. C'est parce que c'est une passion, hein. J'ai pas... voilà, donc c'est complètement deux contextes complètement différents. J'avais juste une question aussi, parce que je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Tu évoquais le fait que du coup, l'objectif pour toi, c'était de voir si les avatars avaient un impact sur le psychique des individus. Mais finalement, dans ton témoignage, tu as surtout constaté l'impact de l'avatar par rapport à ta propre expérience personnelle. Est-ce que tu avais, dans ta créativité méthodologique, imaginé des moyens d'accéder justement à ces éléments-là, puisque, tu l'as dit, les autres avatars ne parlent jamais de leur vie personnelle, tu ne les connais pas, donc en fait, comment tu avais fait pour essayer de voir si l'avatar avait un impact sur le moi réel? Ben, c'est que, bon, je faisais quand même une enquête, hein. Et le cadre d'être dans une maison d'édition et de recueillir des histoires de vie, ça permettait de poser ces questions justement aux avatars, hein. Alors ce qui est intéressant dans la communauté dans laquelle on était, c'est que les gens parlaient quand même plus facilement de leur vie réelle. Ce que Bullstorff, lui, disait qu'on laissait cette question de côté. Moi, en fait, c'est vite fait quoi, de les brancher sur leur vie. D'abord, ils en parlent d'eux-mêmes, hein. Donc, du coup, on peut commencer à poser des questions du « oui, mais est-ce que tu penses que ton avatar, il te fait quelque chose ?» quoi. Alors, j'ai eu des témoignages très intéressants.
Donc il y avait deux minutes juste pour vous donner un exemple. Il y a une énorme communauté BDSM dans Second Life. Bon, 90% de l'activité, c'est sexuel quand même. Bon. Et ce qui n'était pas le cas de la communauté dans laquelle j'étais. Et donc, cette femme a fait du BDSM pendant des années. Et puis, un jour, donc, comment dire, comment ça s'est passé, cette histoire-là? Elle est allée chercher son gosse à l'école, dans la vie réelle. Et tout d'un coup, elle a pris conscience que ce n'était pas elle, de la vie réelle, qui était dans son corps, mais que c'était son avatar qui dirigeait son corps. Qu'en fait, son avatar, la dominatrice BDSM, avait pris possession de son corps physique. C'est carrément le mot qu'il faut utiliser, possession, quoi. Et ensuite, à partir du moment où elle a fait cette prise de conscience, elle est rentrée dans le monde BDSM du monde réel. Et elle a quitté Second Life. J'ai eu aussi des témoignages sur j'ai une femme transgenre, enfin c'est pas une femme puisque c'est un transgenre, et qui était une femme dans Second Life, et qui m'a expliqué comment le fait de pouvoir avoir accès à un corps de femme lui a permis en fait de faire sa transition dans le monde réel. Et comment en fait son esprit avatarien en fait, devenant une femme, est devenu une femme dans le monde réel. Donc ces choses-là sont très intéressantes parce que ce sont des témoignages directs qui mixent en fait le monde réel et le monde de Second Life, ce que n'a pas pu faire Bullstorff. Et j'ai pu faire ça parce que j'ai utilisé cette méthode très particulière où les gens pouvaient me parler parce que j'étais un ami, plus qu'un ethnologue qui les étudiait. À partir du moment où on dit qu'on est un ethnologue qui étudie, il y a une distance qui se fait et une méfiance. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il m'étudie. Ah, mais c'est louche. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire des informations que je lui donne? Mais les gens, là, on leur demandait d'écrire une histoire, de raconter leur vie. Alors, ils racontaient leur vie. La transgenre, je l'ai interviewée pour faire préparer son interview avec des personnes de Second Life. Et elle a parlé librement, c'était très sympa. L'autre, elle a aussi elle est venue raconter son histoire dans la maison d'édition lors d'une soirée, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que je pense qu'en utilisant des méthodes classiques, on ne peut pas faire. Moi, c'est plus une remarque contextuelle quand tu dis que tu es le seul à faire ça et que ça n'a jamais été fait à part cet Américain. Je crois qu'il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y a quelques études sur les jeux, les MMORPG, donc qui ne sont pas tout à fait la même chose que Second Life parce qu'il y a aussi la dimension fantastique, etc. Mais il y a pas mal d'études anthropologiques et sociologiques sur les dynamiques de groupe, les dynamiques de guildes dans les jeux en ligne. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, j'en ai lu pas mal. C'est des enquêtes. On met en place des questionnaires et on parle. Enfin, on le fait parler les joueurs, quoi. Et ensuite, ils racontent. Mais est-ce que un chercheur en psychologie, par exemple, parce que j'en ai rencontré aucun, moi, des psychologues là-dedans, est-ce qu'un psychologue, il va passer 4 ans de sa vie à aller vivre la vie d'un joueur de jeux vidéo pour faire son enquête et répondre à ces questions? J'ai jamais lu ça. Et du coup, je suis un peu perdue sur le déroulé Au final, les principales conclusions de cette enquête immersive, c'est quoi si on devait résumer? Si je peux résumer, c'est que l'avatar a un impact sur la psychologie, sur le mental de la personne qui utilise un avatar. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait comprendre des tas de choses, aussi sur moi-même. Et donc, et c'est ce qui se passe en général. C'est une sorte, en fait, on peut aussi comparer ça à une sorte de psychothérapie, quoi. Parce qu'on est confronté à ses propres démons intérieurs. On peut plonger carrément dans ses propres fantasmes. On peut aller loin, quoi, parce qu'on peut simuler n'importe quoi là-dedans, n'importe quelle situation. Et donc, c'est ça qui est complètement différent du monde réel.